Donc bonjour à tous et toutes. Oui, ma thèse est également publiée aux presses universitaires de Rennes depuis 2014, si ça vous intéresse. Le titre, c'est Le choix d'une vie sans enfant. Comme ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, je vous propose de m'interroger un peu sur cette question. Donc je travaille sur les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Et donc de s'interroger un petit peu finalement sur le prix de la non-procréation ou de la procréation, tant pour l'État que pour la société, que pour potentiellement les individus, et notamment les femmes. Parce que n'empêche que dans tous les modèles que tu proposes, on voit aussi quand même qu'au fondement de la famille, il y a quand même finalement un contrôle de la sexualité et de la fécondité des femmes, même si elles ont plusieurs amants, même si, etc. L'idée, c'est quand même qu'elles aient des rapports procréateurs, des rapports sexuels procréatifs. Donc le début là, de ma petite présentation, c'est notamment issu, donc, bien sûr, de mon terrain de thèse, donc, qui porte sur les personnes volontairement sans enfants. Mais c'est aussi une réflexion que je mène actuellement avec Lucille Herzog, doctorante à Caen, qui, elle, fait sa thèse sur des femmes, sur l'articulation entre la vie professionnelle et les femmes insérées dans un parcours d'AMP, donc d'assistance médicale à la procréation, et de voir comment, voilà, même en fait quand elles n'ont pas d'enfants mais qu'elles en veulent, en fait ça impacte aussi, bien évidemment, leur vie professionnelle. Et donc là-dessus, du coup, on réfléchit au prix de la procréation. Donc d'une certaine manière, ne pas vouloir d'enfants, c'est quand même procéder d'un écart à la norme, parce qu'il y a quand même une norme très forte, une norme du faire famille très forte, avec l'évidence du désir d'enfant. D'accord ? En gros, on pense que tout le monde veut des enfants, que c'est évident de désirer des enfants, peut-être pas d'en avoir, mais au moins de les désirer, notamment pour une femme. Et il y a forcément un souci, qu'il soit physiologique ou psychologique, si on ne désire pas d'enfants. Donc, d'une certaine manière, ça trouble l'ordre social et qui s'appuie aussi sur l'ordre de genre, enfin, ou en tout cas, justement, sur la division sexuelle du travail. De l'autre côté, ne pas avoir d'enfants, c'est plutôt, d'une certaine manière, être... alors, c'est un peu dur comme expression, là, comme ça, mais être affligé d'un stigmate, enfin, ou d'une déficience, d'ailleurs, c'est dit comme ça dans les textes de loi autour de la médecine, d'une incapacité donc physiologique à concevoir naturellement des enfants. Et ce stigmate-là, et ben finalement, il va, par exemple les techniques d'AMP. Excusez-moi, voilà, parce que ça fait... D'accord. Excusez-moi, merci. Donc, ce stigmate que certaines personnes, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, va finalement être pris en charge par la société, notamment par le remboursement à temps complet, à taux plein, de toutes les pratiques d'AMP qui coûtent très très cher à l'État. Et bon, bref, on pourra en discuter parce que... Donc, je travaille notamment dans une perspective de sociologie interactionniste, donc avec Howard Becker et Erving Goffman. Et ça aussi, on pourra certainement en discuter. Le fait de ne pas vouloir d'enfants, je l'interroge dans une perspective de sociologie de la déviance, à savoir donc vraiment cette idée qu'il y a une norme très forte, et vraiment il faut le prendre au sens propre du terme, c'est-à-dire que ces personnes-là dévient de la norme. C'est juste ça que je veux dire. Et ne pas pouvoir avoir d'enfants pourrait relever plutôt de l'ordre du stigmate qu'on cache, ou en tout cas que la société va tenter de gommer par différentes techniques de procréation médicalement assistée. On remarque quand même aussi depuis les années 80 qu'il y a une revendication à un droit à avoir des enfants. Que ce soit les couples infertiles, que ce soit les couples homosexuels, ou même éventuellement, notamment les femmes, mais même les célibataires, par exemple, peuvent adopter. Donc quand on réfléchit après sur la question « un papa et une maman, c'est naturel », depuis très longtemps, des célibataires peuvent adopter. Donc il y a une revendication à un droit à avoir des enfants, ce qui suppose, du coup, qui dit droit, dit devoir, et donc un devoir de faire des enfants. Et donc l'État, et avec lui la société, finalement, accepte de prendre en charge financièrement le coût de la procréation. Donc nos hypothèses de travail avec Lucille, c'est qu'on pourrait peut-être parler d'un nouveau contrat social procréatif, nouveau, je ne sais pas, justement, on pourra en discuter, donc avec des droits et des devoirs, et qui dit droit et devoir, dit aussi des avantages et des désavantages,
Donc ils sont financiers, ils sont statutaires. Être parent ou ne pas être parent, c'est pas pareil. Ils sont symboliques, ce que représente la parentalité, ce que représente le fait d'être parent. Et ne pas signer ce contrat, d'une certaine manière, donc ne pas désirer d'enfant, amène à des pressions sociales à concevoir et des sanctions, je mets plein de guillemets à sanctions. L'idée aussi que j'aimerais interroger ici, c'est que finalement, d'une certaine manière, l'État prend en charge le désir des couples, c'est-à-dire qu'en fait, il va accepter de donner des droits à un désir qui pourrait s'apparenter à un désir intime et privé, le fait de désirer des enfants, le fait de faire une famille. Quand les couples, eux, paradoxalement, enfin, à l'inverse, sont appelés à rationaliser leur comportement de fécondité, donc notamment par la contraception, à faire des enfants au bon moment, avec toutes les conditions normatives que ça suppose de faire des enfants. Donc il y a aussi peut-être quelque chose d'assez étonnant, enfin, avec cette idée que l'État, finalement, à ce niveau-là, serait du côté du désir qu'il prend en charge et qu'il instille aussi, hein, et de l'autre côté, des couples, notamment des femmes, hein, qui doivent rationaliser leur manière de faire des enfants, en fait. Donc, je vous propose une première petite partie sur la mise en place, ce que j'appelle la police des désirs, donc comment justement la notion même de désir d'enfant va être distillée, inculquée dans les années 50-60 en France. Et je terminerai très rapidement, parce que sinon je n'aurai pas le temps, sur un exemple notamment de sanctions sociales envers mon terrain, enfin, envers les personnes volontairement sans enfants. Donc en termes de la mise en place de la police des désirs, donc, en France, hein, c'est d'ailleurs une des spécificités françaises, depuis le milieu du XVIIIe siècle, il y a une préoccupation étatique de la procréation, qui donc la France commence sa transition démographique un siècle avant les autres pays européens, ce qui va ensuite amener à énormément de débats autour de la dépopulation, etc. Bon. Et donc il y a en France vraiment une très longue histoire des politiques familiales et natalistes particulièrement ancrées, ce qui fait donc la spécificité française par rapport aux autres pays européens. Donc ça existe depuis très longtemps. Mais il me semble que suite à la Seconde Guerre mondiale, l'État ne veut plus seulement faire naître des enfants, mais faire bien naître des enfants. Ça va être aussi donc les faire bien naître et bien les éduquer et qu'ils soient aimés par leur maman. Suite à la Seconde Guerre mondiale, aussi, on est aussi en plein baby-boom. Mais ce baby-boom, donc un taux exceptionnellement élevé de naissance, mais ce baby-boom s'accompagne bien sûr de beaucoup de grossesses non désirées et aussi de beaucoup d'avortements clandestins et dangereux pour les femmes. Donc pour faire bien naître ces enfants dans les meilleures conditions, l'idée ça va être quand même d'amener, de mettre en scène finalement le désir des mères à faire naître des enfants. Et si on regarde les premiers combats, disons, institutionnels ou officiels ou associatifs pour la légalisation de la contraception, et non pas de l'avortement, de la contraception, c'est donc avec l'association Maternité Heureuse, en 1956, donc à l'initiative au départ de Marie-Andrée Lagroix à Veil-Allais, gynécologue obstétricienne. Et il me semble que cette association, donc Maternité Heureuse, donc, qui devient en 1960 le mouvement français pour le planning familial, est finalement emblématique de la configuration dans laquelle la maternité et le désir d'enfant vont être travaillés à la fois par les normes d'individualisation modernes, le fait d'être entrepreneur de sa propre vie, pouvoir être détaché des appartenances collectives, etc., et en même temps par les normes familiales et parentales aussi très fortes, qui potentiellement les deux rentrent en tension. Parce que les objectifs de l'association, quand on regarde au départ, c'est, même si bien évidemment je ne remets absolument pas en question la lutte et le combat pour la légalisation de la contraception et du combat mené, etc., mais c'est l'argumentaire utilisé qui me semble intéressant. C'est donc de permettre aux femmes de réguler les naissances afin que la maternité puisse être dite volontaire et heureuse. C'est bien sûr aussi éviter les avortements clandestins,
Et c'est aussi, il y a vraiment une insistance sur le bonheur familial, c'est-à-dire qu'en permettant aux femmes de mettre des enfants au monde qu'elles désirent, on va retrouver un bonheur familial, on va apaiser la mésentente conjugale, donc c'est-à-dire que les femmes accepteront éventuellement des rapports sexuels sans avoir peur de débuter une grossesse. Donc on est vraiment aussi sur quelque chose d'assez familialiste, même si bien évidemment derrière ça, ça va quand même permettre aux femmes de s'alléger d'un destin biologique contraint. Mais donc l'argumentaire de cette association est d'abord construit au nom du bien-être des enfants à naître, du couple et de la famille, et pas dans un premier temps des femmes. Et la légitimité de l'association, au même moment, arrive aussi le soutien de la psychanalyse. Et donc, cette notion de désir, parce que la notion de désir est une notion de psychanalyse, hein, c'est précisément ce qui ne peut pas être contenu dans un projet rationnel. Donc, légitimité de l'association passe par le soutien de la psychanalyse, hein, avec cette idée qu'il va falloir que les mères désirent des enfants qui vont donc être désirés, donc bien élevés. Sandrine Garcia, dans un de ses ouvrages de 2011, déclare que la qualité relationnelle des liens familiaux est garante du bon fonctionnement psychique des individus et dépend du désir maternel pour l'enfant. Donc tout, du coup, va être recentré, finalement, sous la responsabilité des femmes et du désir des femmes. Étonnamment, la contraception, pourtant, suppose une rationalisation de ces comportements de fécondité. C'est-à-dire de prendre le bon contraceptif, de potentiellement arrêter le contraceptif au bon moment quand on décide d'avoir des enfants à ce moment-là. Et donc, à la fois, on va demander aux couples, aux femmes, de rationaliser leur comportement de fécondité, tout en passant par la gestion du désir. Enfin, c'est juste une rhétorique étonnante. Et principalement, donc, la gestion du désir et de l'amour maternel. Et ces sentiments des femmes, de manière générale, expliquent une bonne part des comportements ou des difficultés des enfants. Encore aujourd'hui, c'est-à-dire s'il y a des enfants en difficulté ou des enfants délinquants, ou etc. Alors, souvent, on va dire qu'il y a un souci dans la famille, mais très vite, on va dire que finalement, c'est la mère qui l'a trop aimé ou pas assez aimé. Voilà. Et finalement, le désir des mères ou l'amour maternel, ou le non-amour, est responsable d'énormément de choses et qui vont suivre derrière. Il y a donc au même moment, donc dans les années 60-70, une mise en place d'institutions qui sont là pour soutenir, et contrôler les pratiques parentales et maternelles. Et l'objectif, c'est bien ne pas faire courir de risques affectifs et psychiques aux enfants. Du coup, il y a vraiment cette idée que l'amour maternel permet le bon développement psychique des enfants. Et donc, à la fois, on va permettre aux femmes de gérer leur contraception, et en même temps, finalement, ça va accroître en fait les exigences et leurs responsabilités à l'égard de ces enfants. Parce que finalement, sous cette notion de désir des mères à faire naître les enfants au bon moment, on va avoir, entouré de toutes les institutions psychanalytiques, etc., l'idéal de la bonne mère, comment bien éduquer son enfant, puisqu'on a choisi au bon moment, normalement dans les meilleures conditions, et que cet enfant aurait pu ne pas naître. Et donc va de plus en plus se former l'idéal normatif de la bonne mère et la figure repoussoire, finalement, de la mauvaise mère, qui est vraiment quelque chose de terrible. On voit bien que cet idéal n'a pas complètement son homologue masculin. Et ce qui rappelle donc que le fait de permettre, c'était pas du coup comme ça que je voulais conclure, mais c'est pas grave, le fait de permettre de permettre aux femmes la contraception, en parlant d'ailleurs de gérer leur fécondité, comme si les hommes n'en avaient pas. J'espère dans les questions tout à l'heure on continuera d'en discuter, ça rappelle vraiment que même encore aujourd'hui la maternité et surtout le désir de maternité est constitutive de l'identité sociale des femmes, et que finalement ce que je vois par exemple dans mes personnes volontairement sans enfants, donc j'ai des hommes et des femmes qui sont venus me parler, les hommes finalement me le disent clairement, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais pris en compte, ils sont toujours mis hors jeu du désir ou du non-désir en fait de l'enfant. C'est-à-dire qu'on leur dit toujours, vous verrez quand ta nana voudra un enfant. Alors que les femmes, bien évidemment, on leur dit pas, tu verras quand ton mec voudra un enfant, en gros on en reparlera.
Donc c'est vraiment, à la fois, on voit dans les politiques publiques, etc., comment les hommes, et par la socialisation aussi sexuée, hein, comment les hommes sont finalement mis hors jeu de tout le processus de procréation, hein, donc que ça soit la contraception, l'IVG, ensuite durant les rendez-vous chez le médecin, durant la grossesse, et puis ensuite l'éducation des enfants. Donc ils sont mis hors jeu par les institutions, par les politiques publiques. Et donc, nécessairement aussi, d'une certaine manière, ils se mettent hors jeu ou ils ne se sentent pas concernés. Donc, il y aurait peut-être aussi, comme beaucoup de personnes y réfléchissent déjà, mais vraiment à insérer beaucoup plus les hommes et à faire attention dans les discours, à pas continuellement faire comme si, en fait, les enfants, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, qu'ils soient absents, fantasmés, désirés, enfin tout ce que vous voulez, qu'ils ne soient pas exclus, qu'ils soient vraiment considérés comme des acteurs à part entière de la parentalité et donc responsables de leur sexualité, que ce ne soit pas que les femmes qui soient responsables de leur sexualité, par exemple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charlotte.